Et avec nous, deux invités ce dimanche, Nathalie Lasso et François Worms. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Alors Nathalie Lasso, d'abord, vous êtes radiologue au Centre de lutte contre le cancer Gustave Roussy. Vous êtes professeure de radiologie à Paris Sud et directrice de l'Institut de formation supérieure biomédicale. Et puis François Worms, vous êtes le directeur général de Canon Médical et le vice-président du pôle imagerie du SNITEM, qui est le syndicat des industriels des technologies médicales. Alors une première question que j'adresse à tous les deux. Comment, selon vous, l'intelligence artificielle va impacter, voire révolutionner la radiologie, c'est-à-dire toutes les formes d'imagerie médicale? On commence par vous, Nathalie Lasso. Bien écoutez, effectivement, le train est en marche. La radiologie est impactée par l'intelligence artificielle, mais dans le bon sens, pour nos patients et surtout pour améliorer le quotidien des radiologues. Donc vous êtes résolument optimiste? Oui, résolument optimiste. Et nous emmenons toute la France avec nous. Et vous, François Worms, j'imagine aussi que vous êtes optimiste? Oui, bien entendu, tout à fait optimiste. Ouais. Et c'est vrai que c'est... En fait, l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est une évolution. Il y a déjà quelques années que des outils ont permis d'automatiser certaines choses dans le traitement de l'image. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle va encore un peu plus loin. Comment est-ce qu'elle fonctionne, l'intelligence artificielle, justement dans le domaine de l'imagerie médicale? Alors, on a plusieurs... L'intelligence artificielle, depuis de longues années, on la connaît par les CAD, pour l'aide au diagnostic, par exemple, dans les mammographies. Depuis une vingtaine d'années, on a eu le machine learning, c'est-à-dire qu'on éduquait des machines à améliorer des algorithmes avec des jeux de données qui étaient annotés. Ce qui veut dire que ces machines, c'est déjà du deep learning, ce qu'on appelle... C'est-à-dire qu'elles se corrigent. Alors c'était du machine learning, et depuis 10 ans, c'est le deep learning. Donc là, on laisse la machine, en fait, auto-apprendre et améliorer l'algorithme sans que, finalement, on dirige la machine en disant c'est un bon cas, c'est un mauvais cas. Donc c'est peut-être nous donner des informations que nous, pour l'instant, nous ne sommes pas capables de donner en tant que radiologue. Donc les machines s'améliorent elles-mêmes? Oui, en fait, elles s'améliorent, on les entraîne. Ce sont des modules. Aujourd'hui, effectivement, on est passé du machine learning au deep learning. En fait, la machine est auto-apprenante avec un nombre de données gigantesques. Et effectivement, une fois qu'elle est entraînée, qu'elle est développée, elle est mise dans une machine et effectivement, elle va faire son travail. Et qui nourrit cette machine? Les données qui... C'est les données qu'on peut avoir dans le monde entier, les examens radiologiques. Et c'est pour ça que ça va tout à fait dans l'esprit de ce qui se passe. Ce qui veut dire que ce sont des milliers, voire des centaines de milliers d'examens qui sont introduits dans la machine. Alors, justement, il y a une grande initiative qui a été lancée par le Conseil national de la radiologie, le G4, qui a créé DREAM France-IA, avec tous les professionnels, le professeur Bérégie, pour créer un grand entrepôt de données. Effectivement, parce que l'objectif, c'est il faut un nombre de données très important labellisé pour entraîner ces algorithmes. C'est vraiment important que tout le monde ait finalement l'envie de partager les données. Mais vous, en tant que médecin radiologue, comment est-ce que vous concevez le rôle de l'intelligence artificielle? À quoi ça vous sert? Alors, ça nous sert pour essayer finalement de le comprendre. On a lancé une initiative cette année pour essayer de comprendre si ça allait nous servir et quels seraient les acteurs qui participeraient finalement à cette aventure. Est-ce qu'il y avait que les radiologues du privé, ceux du public, bien sûr du public on le sait, les industriels, les petits, les start-up, les ingénieurs, les chercheurs. Et en créant un data challenge qui a été fait l'année dernière aux Journées françaises de radiologie, on s'est rendu compte qu'on a inclus 3500 patients en 4 mois, ce qui est une initiative énorme. 50 services ont inclus, 180 participants, 26 équipes. Et donc on a travaillé sur des questions cliniques données par des radiologues. Donc, diagnostic, par exemple, une fissure du ménisque. Ça vous aide d'abord dans le diagnostic? Oui, dans le diagnostic, dans les biomarqueurs pronostiques et prédictifs. Ça nous aide aussi dans le parcours patient, c'est-à-dire prise de rendez-vous, amélioration du workflow des patients. Et en cancérologie, puisque moi, ça me concerne, c'est tout ce qui est réunion pluridisciplinaire, CRCP, où chaque patient est obligé de passer dans cette RCP pour avoir le bon traitement. 90 dossiers doivent être traités en 3 heures. Vous imaginez 90 dossiers pour savoir le bon traitement au bon patient au bon moment. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ces machines sont plus efficaces, posent de meilleurs diagnostics, si on peut le dire comme ça, que les médecins?
Alors moi, je ne dirais pas ça comme ça. Je pense qu'aujourd'hui... Non, je vais vous dire à mon avis. C'est effectivement une bonne question. Je crois qu'effectivement, l'avantage, c'est que ça permet de faire des diagnostics plus rapidement. Donc, ça va donner du temps pour les médecins, pour leurs patients. Mais en termes de précision, je pense qu'on gagne en précision. Donc on va avoir de nouvelles images beaucoup plus précises qu'avant. Vous m'inquiétez parce que ça veut dire que votre métier il va disparaître. Ah non, il ne va pas disparaître. Je vais quand même vous expliquer. En 10 ans, le nombre d'images a doublé. Mais le nombre de radiologues n'a pas doublé. Mais si la machine fait le boulot, là, ça... Non, attendez. Et du coup, il y a... Pour que vous sachiez, le professeur Louis Boyer, à la dernière conférence de presse, nous explique qu'il y a 40% de postes de radiologues qui n'étaient pas pourvus dans les hôpitaux. Ça veut dire qu'on manque de radiologues. Mais si vous avez un algorithme qui permet, en temps réel, d'arriver à classifier des examens normaux et séparer finalement les examens normaux pour que le radiologue ait du temps pour faire le bon diagnostic précis. Et ensuite, ça c'est bon pour le patient. C'est bon pour le patient, mais c'est bon aussi pour le radiologue. Parce que une vacation de scanner, mettez-vous ces chiffres en tête, nous avons 20 scanners, 2000 images par scanner, 40 000 images à analyser en 3 heures. Pour un radiologue, 40 000 images. Vous avez parlé d'étudiants, enfin des jeunes médecins. Est-ce qu'on forme les jeunes médecins à l'intelligence artificielle aujourd'hui dans les universités françaises? Pour l'instant, dans les universités françaises, ça, je laisserai le professeur effectivement parler. Nous, effectivement, dans le développement, puisque, encore une fois, aujourd'hui, on n'est plus dans la guerre des étoiles. C'est vraiment quelque chose qui existe. Et en particulier, si je parle de Canon Medical System, nous avons déjà équipé un premier scanner avec de l'intelligence artificielle embarquée, et c'est quelque chose qui va se développer tout au long de l'année, et pas que sur les scanners, aussi sur les IRM. Donc derrière, effectivement, on forme les médecins à l'utilisation de ces modules d'intelligence artificielle, mais on ne les forme pas à l'intelligence artificielle. Vous avez parlé de scanners, c'est les scanners, donc il faut que ce soit bien clair pour les gens. L'imagerie médicale, c'est les scanners, c'est les IRM, c'est les ultrasons, les échographies. Dans tous ces domaines-là... Dans tous ces domaines-là va se développer l'intelligence artificielle. Et encore une fois, l'idée étant de gagner du temps, parce que, comme le disait le professeur Lasso, il n'y a plus de médecine sans imagerie. À tous les niveaux de parcours, tous les parcours médicaux, vous avez à un moment ou un autre de l'imagerie. Mais la radiologie est en première ligne. Alors la radiologie est en première ligne, mais effectivement, grâce à l'intelligence artificielle, on va gagner en temps, puisqu'il y a de plus en plus d'imagerie, donc on va gagner du temps, on va pouvoir traiter plus rapidement les malades. Ça, c'est pour les malades qui sont déjà à l'hôpital ou en clinique, mais il y a aussi le dépistage avant, c'est aussi très important. C'est dans le parcours patient. Finalement, la radiologie, l'intelligence artificielle va impacter dans le dépistage, dans le diagnostic initial, dans l'évaluation de traitement, dans les RCP et à l'extérieur avec les objets connectés. Une fois que le patient rentre chez lui, doit être surveillé, doit être analysé. Mais alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, quelle sera la valeur ajoutée du médecin par rapport à la machine? Alors, la valeur du médecin, nous on le sait, puisque avec l'expérience du Data Challenge, on s'est rendu compte par exemple que les centres hospitaliers ou cliniques ne savaient pas anonymiser les images. Vous savez qu'il y a eu la loi RGPD le 25 mai 2018, il a fallu éduquer tout le monde. Donc il faut former les gens, les éduquer et finalement leur apprendre. Et vous parliez de formation, le CERF, qui est le collège des enseignants de radiologie de France, qui est dirigé par le professeur Bartoli, a créé une section dans laquelle les radiologues vont être formés en intelligence artificielle pour apprendre finalement à être en binôme avec ces nouveaux algorithmes avec lesquels il va falloir travailler en bonne intelligence, c'est-à-dire finalement plus s'axer sur les cas difficiles ou accepter finalement que la machine nous donne des diagnostics plus précis auxquels on n'aurait pas pensé. On a effectivement besoin, nous, pour développer nos produits, on a besoin de cette collaboration avec les médecins. On ne peut pas imaginer de travailler sans les médecins. Donc, lorsqu'on développe des modules d'intelligence artificielle, dans la validation, on le fait effectivement avec les médecins. Et encore une fois, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre, ça c'est clair. Alors, on vient de voir ces instruments, ces machines, j'imagine qu'elles coûtent assez cher. Est-ce qu'elles sont à la comment dirais-je, à la mesure de... Est-ce que les hôpitaux peuvent s'équiper? Est-ce que la France est, je dirais, aujourd'hui à la pointe dans l'équipement, concrètement? Alors, moi, je parlerai effectivement, puisque ayant cette fierté d'appartenir à une société qui est la première à diffuser un module d'intelligence artificielle embarqué dans un scanner, parce que c'est pas réservé aux meilleurs hôpitaux de France? Non, ce sera effectivement, ça a un coût, mais on peut imaginer que ce sont des choses qui vont se développer assez rapidement. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'encore une fois, l'impact, il est bien sûr
sûr, c'est une aide pour les médecins, mais c'est aussi, il faut penser patient. Ouais. Et je pense que pour les patients, ça permettra de mieux traiter, de gagner du temps dans les délais d'attente qui sont aujourd'hui souvent problématiques. Alors, qui dit aussi intelligence artificielle dit mémoire, c'est-à-dire que la machine, elle garde en mémoire toutes ces données. Donc ça pose quand même aussi des questions, ce sont souvent des données, des informations confidentielles. Quand on va chez le médecin, on n'a pas nécessairement envie que ça s'étale sur la place publique. Comment est-ce qu'on stocke ces informations que vos appareils, comment dirais-je, analysent et reçoivent? Comment est-ce qu'on les transfère? Qui peut y avoir accès? Tout ça, c'est quand même des questions qui se posent. Alors, je pense que maintenant, la réglementation avec le RGPD et par exemple, nous, le Data Challenge qu'on a lancé avec la CNIL pour avoir le droit de savoir ce qu'on pouvait stocker comme type d'image, comment informer le patient. Je rappelle que le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données, donc c'est un règlement européen. Oui. Oui. Et donc pour vous, c'est une bonne chose, ce règlement? Oui, ça a été une bonne chose parce que la CNIL nous a aidés à lancer un Data Challenge, nous a expliqué comment on pouvait stocker des données, sous quelles conditions, en rétrospective, en prospective, comment on informe un patient. Et en fait, quand on a fait ce Data Challenge, ça nous a permis d'éduquer le monde de la radiologie, le monde des chercheurs, le monde des startups, le monde des industriels, en disant voilà les règles, voilà ce qu'on nous impose comme règles pour protéger les patients. D'accord. Vous avez compris, c'est des données patients. Oui. Et qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Et je pense que c'est vraiment important et ils sont là pour nous aider et pas pour freiner. Et vous, en tant que représentant des industriels, vous garantissez, j'allais dire, la sécurité des données? Oui, c'est extrêmement important. Donc il y a effectivement la sécurité des données, mais il reste encore effectivement un certain flou sur la propriété des données. Et effectivement, sur du patient, les données, les images qui sont liées au patient, il faut effectivement les anonymiser. Ouais. Maintenant, à qui appartiennent-elles? Appartiennent-elles au patient? Appartiennent-elles à celui qui produit les images, à l'hôpital? Aujourd'hui, c'est de nouvelles questions qui se posent et qu'il va falloir régler assez rapidement. Mais un pirate informatique, pour l'appeler comme ça, il ne peut pas rentrer dans ces systèmes et je dirais, détourner ces informations, éventuellement non, parce qu'on a déjà beaucoup de sécurité, puisque aujourd'hui, les grosses machines que vous avez présentées sont souvent, et sont toujours même, en télémaintenance. Ça veut dire on a un accès, nous, en tant qu'industriels, pour pouvoir les réparer, pour pouvoir faire des upgrades, c'est-à-dire les améliorer. Donc, les systèmes de sécurisation d'accès à la machine sont là. Donc, de ce point de vue-là, ça ne pose pas de problème. Et donc, Nathalie Asso, si vous étiez en face d'un jeune... Oui, vous vouliez dire quelque chose? Et donc, effectivement, pour rebondir, actuellement, les directeurs des systèmes d'informatique des hôpitaux sont des personnes majeures, justement, pour s'assurer de la protection de ces données. Nous, actuellement, on a un nouveau directeur de la TNSI, Michael Azoulay, qui fait un travail formidable, qui nous accompagne dans cette mutation de tout l'hôpital. C'est même pas la radiologie. Vous êtes bien conscient du problème. On est main dans la main, on est obligé. Tout projet démarre avec lui. Toute rencontre avec les industriels démarre avec lui, c'est obligatoire. Un dernier mot, si vous étiez en face d'un jeune étudiant en médecine, vous lui disiez fais la radiologie, ça vaut le coup? Oui, et moi j'encadre des jeunes, on les forme, j'encadre des chercheurs, des industriels. Ah oui, franchement, il faut être acteur pas passif et vraiment donner le sens du progrès et emmener tout le monde avec nous. Bien sûr, on l'a dit, l'imagerie est partout. Donc, bien entendu, la radiologie continue et elle va s'intégrer encore plus. Le professeur Lasso parlait des réunions de concertation pluridisciplinaires. Bien évidemment. Merci beaucoup Nathalie Lasso et François Worm. Vous êtes venus nous parler donc des progrès de l'intelligence artificielle, surtout en matière d'imagerie médicale. Merci beaucoup. Merci.